Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la liberté de la presse au cœur des préoccupations de certains journalistes malgaches. Ces derniers estiment que bon nombre de leurs droits sont bafoués mais aussi injustement réprimés par le pouvoir. La coopération sud-sud, véritable facteur de développement en Afrique. Preuve en est avec la tournée africaine du roi marocain Mohamed VI cette année. Nous verrons que le royaume chérifien souhaite notamment renforcer sa collaboration économique avec la Guinée. Et enfin, fermeture des assises de l'éducation au Sénégal. Cette rencontre était la deuxième du genre dans l'histoire du pays, après les États généraux de l'éducation et de la formation de 1981. Cette fois, les autorités affirment que les recommandations seront appliquées. Mais avant de développer ces titres, lutte commune contre la menace terroriste en Afrique, Nairobi, la capitale kenyane, accueille ce mardi une rencontre consacrée à ce sujet. Ce rendez-vous a notamment pour objectif d'unir les ressources des États du continent. 6 présidents africains assisteront à ce sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Parmi les participants, les présidents du Tchad, du Niger, du Nigeria, de Somalie, de Tanzanie et enfin d'Ouganda. À Madagascar, les journalistes dénoncent une tentative de limiter la liberté de la presse. Les pressions seraient de plus en plus fortes contre la presse. Quels sont donc les arguments avancés par ces derniers? Élément de réponse avec Guillaume Durand. La liberté de la presse serait-elle en danger à Madagascar? C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux journalistes qui se disent victimes d'intimidations constantes, de harcèlement et de menaces par les forces de sécurité. En juillet dernier, par exemple, plusieurs journalistes de Madagascar Matin ont été conduits à un poste de police local pour diffamation, suite à la publication de l'histoire qui impliquait 3 ministres du gouvernement dans une affaire d'exploitation forestière illégale. On nous a convoqués à la brigade de recherche criminelle à 7h du matin pour être déféré au parquet du tribunal d'Anoussi à 15h et envoyé directement à la prison, voilà, pour un délit de presse. C'est un délit dont beaucoup de pays africains ne mènent pas en prison, sauf dans quelques pays évidemment comme la Somalie, comme le Soudan. Le rédacteur en chef de Madagascar Matin estime d'ailleurs que nombreux sont les professionnels du métier à travailler dans la peur. Et maintenant, nous faisons face à des intimidations physiques, des menaces par téléphone, plusieurs des voitures de transport personnel qui subissent des filatures et des attaques la nuit. Le climat s'est encore plus détérioré après notre libération que ça aurait pu servir de catalyseur à tout le monde. La tension entre le gouvernement et les journalistes a été latente depuis l'installation du pouvoir actuel parce que chaque fois les journalistes interpellent le pouvoir, critiquent le pouvoir sur sa manière de gestion, sur les promesses présidentielles qui ne sont pas encore concrétisées. Le président de la République a menacé les journalistes de prendre des sanctions, sévères sanctions, et cette interpellation du président a été suivie par le Premier ministre. Donc nous pensons qu'il y a une menace sur la liberté de la presse. Selon l'indice 2014 de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, Madagascar est classé 81e sur 180 pays. 2 parlements et 2 chefs de gouvernement revendiquent chacun le pouvoir en Libye. Le Parlement libyen a décidé au cours de sa séance plénière de reconduire le Premier ministre Abdallah Al-Thani pour former un gouvernement restreint. La position de M. Al-Thani est cela dit contestée par un parlement rival, le Congrès national général. Ce parlement sortant installé le 4 août dernier à Tobrouk, je vous le rappelle, ne reconnaît pas l'actuelle Chambre des représentants ni ses décisions. Il a d'ailleurs nommé dernièrement Ammar Al-Assi comme nouveau Premier ministre chargé lui aussi de former un gouvernement de salut national. Rencontre bilatérale à Casablanca, capitale économique du Maroc. Le 9 septembre se tiendra un forum consacré à la coopération économique avec la Guinée. La collaboration entre les 2 pays n'a jamais été aussi dynamique, comme nous l'explique Erika Ouaga.
économique sera organisé à Casablanca au Maroc. Ce forum verra la participation des acteurs des secteurs publics et privés de la Guinée et du Maroc. Un sommet consacré aux opportunités économiques entre les deux pays. En mars 2014, à Conakry, en Guinée, des accords de coopération avaient déjà été signés entre le Maroc et la Guinée. Par ces accords, la Guinée entend tirer le meilleur de la coopération sud-sud. Si nous ambitionnons de devenir un pays émergent, il nous faut faire la promotion de cette coopération sud-sud. Pour une simple raison. C'est une coopération avec des pays qui ont connu, qui ont traversé le même problème, qui ont connu le même passé que la Guinée. Le Maroc est émergent aujourd'hui. Son émergence est confirmée. Nous avons intérêt de coopérer, nous avons intérêt de s'inspirer de l'expérience marocaine. Outre les accords de coopération déjà existants, le Forum de Casablanca pourrait donner un nouvel élan à la coopération maroco-guinéenne. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, que l'Afrique doit se tourner vers ses vraies problématiques, qu'elle doit regarder l'avenir, qu'elle doit dépasser les schémas du passé et qu'elle compte sur son potentiel et sur ses compétences et ses capacités pour donner l'impulsion nécessaire au développement humain et à la dynamique de croissance. Elle est nécessaire, fondamentale, pour aider les pays africains à sortir des difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Plus de 100 opérateurs économiques du secteur privé de la Guinée et du Maroc sont attendus au forum du 9 septembre prochain à Casablanca. Plusieurs secteurs d'activité dont les transports, les infrastructures, le commerce et l'industrie seront au centre de ce forum. Au Sénégal, les assises de l'éducation nationale se sont clôturées à Dakar, la capitale, le 30 août dernier. Les acteurs du système se sont penchés sur les problèmes qui frappent l'école sénégalaise afin d'y apporter des solutions. Les autorités ont promis de prendre en compte les différentes recommandations formulées par les délégués. Reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Instruits, socialisés et qualifiés, voici le triptyque autour duquel les délégués des assises nationales souhaitent réformer le système éducatif sénégalais. Les recommandations qu'ils ont formulées dans ce sens seront cette fois-ci mises en œuvre. C'est l'assurance donnée par le gouvernement à la clôture de ces assises. Si l'école sénégalaise est plongée dans une certaine léthargie depuis des années, c'est parce que les mesures préconisées jusque-là n'ont pas toujours fait l'objet d'un suivi et d'une application rigoureuse. Les recommandations sont très pertinentes. Elles ont été remises à la fois au ministre de l'Éducation nationale et au Premier ministre du Sénégal. Dès lors, la balle est dans leur camp pour aller dans le sens donc, de la mise en application de ces conclusions. Et au-delà de ça, il est important qu'ensemble, on mette en place un comité de suivi des recommandations des assises. Réhabiliter l'école sénégalaise est aujourd'hui une priorité nationale. La preuve, la convocation prochaine de toutes les parties prenantes, un conseil présidentiel qui sera exclusivement consacré à la mise en œuvre des différentes recommandations issues de ces assises. Il est question de bâtir avec rigueur et constance une école de la République en phase avec nos préoccupations. Une école ouverte à nos cultures, nos langues, notre histoire. Pierre angulaire du système éducatif, les enseignants polarisent aujourd'hui, à tort ou à raison, les critiques sur la qualité de l'enseignement au Sénégal. Eux aussi se sont engagés à se montrer plus exemplaires. Désormais, ils devront prêter serment avant d'entrer en fonction. Nous avons estimé que nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, en tant qu'enseignants, il faudrait que nous puissions nous doter d'un code d'éthique et de déontologie. Et ça a été proposé par les assises. Les enseignants disent que ce code d'éthique et de déontologie les engage, tout comme le serment de l'enseignant. Désormais, tout citoyen qui veut prétendre devenir un enseignant doit prêter serment, comme ça se fait dans d'autres secteurs d'activité. Maintenant, il y a un pacte de stabilité, parce que rien ne peut se bâtir s'il n'y a pas de stabilité du système éducatif, que nous avons adopté, mais que nous n'avons pas encore signé. La réforme du système éducatif propose aussi la promotion des langues nationales et l'introduction de passerelles entre l'enseignement arabe et celui en français. L'objectif final est d'assurer à tous les citoyens une égalité de chance dans l'accès au savoir et à l'emploi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.